Bonjour Madame Blanche, c'est Gabrielle. Bonjour mademoiselle, Comment allez-vous? ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, oui. Oui, il fait beau chez vous, il neige. Ben, il y a des petites averses de neige de temps en temps, il fait froid, mais il fait beau. Oh, faut faire avec. On n'a pas Ben le oui. choix. Alors, Madame Blanche, bienvenue au partage de l'arrière-pays de Simone et tous les autres. Merci de participer en partageant votre parole. C'est un grand plaisir. Et que Madame Blanche, pour que les gens puissent vous connaître, puis un peu avoir un petit topo de qui vous êtes, pouvez-vous vous présenter brièvement à notre auditoire? Ben, je me présente, j'ai 90 ans, tapant, et je suis née à Montréal, Ouais. où j'ai vécu pas mal une trentaine d'années, un peu plus même, disons pas loin de 35 ans, disons. OK. Et ensuite, où je travaillais à ce moment-là à Radio-Canada comme maquilleuse, à l'époque, au tout début de la télévision. Ça pourrait faire vraiment une autre entrevue parce que les histoires que vous m'avez contées sont franchement très intéressantes. Ensuite, je suis déménagée à Sainte-Mélanie, où je reste encore dans le haut de la montagne. Oui, Sainte-Mélanie, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est dans la région de la Naudière. Oui, c'est tout près de Joliette. On est à 25-30 km de Joliette. Oui. Donc, vous êtes vraiment en milieu rural, dans votre maison. Tout à fait, la grosse campagne. Et surtout, il y a un volet de votre parcours par rapport à la QDR Brandon qui est assez imposant et impressionnant. Oui, ça a été ma deuxième carrière. Oui. Quand je suis arrivée, quand j'ai pris ma retraite de la télévision, je me suis impliquée tout de suite à la QDR et j'y ai travaillé pendant 21 ans. Ouais. Jusqu'à quel âge, donc, vous avez pris votre Jusqu'à retraite? 89 ans, parce que je m'étais jurée de ne pas travailler jusqu'à 90. Et pendant, évidemment, ces 20 années-là, j'ai travaillé au respect des droits des personnes âgées, à améliorer leurs conditions de vie. Enfin, je me suis battue pas mal. Oui, parce que les AQDR, pour ceux qui ne connaissent pas l'organisme en tant que tel, c'est des organismes qui existent un peu partout au Québec qui visent la défense de droits des retraités. Des retraités et des pré-retraités. Et des pré-retraités. Des gens de 50 ans ou plus. OK. Puis, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de dossiers, en fait, qui ont été portés par la QDR Brandon du temps où vous avez été la coordonnatrice? Un des gros dossiers qui était à l'époque, dès les tout débuts d'ailleurs, c'était les CHSLD. Ça nous tombe d'en face maintenant. Enfin, depuis 21 ans que moi et toutes les AQDR et toutes les associations de personnes âgées se sont battues pour avoir des meilleures conditions dans les CHSLD où depuis le tout début, il manquait de personnel. C'est ça, c'est pas nouveau, là, ce qu'on entend présentement. C'est absolument pas nouveau. Moi, je suis désolée, mais pas surprise, pas un instant. Et même avec les derniers gouvernements, tous les changements de gouvernement, on a pioché sur ce dossier-là et il n'y a jamais eu de véritable réforme comme on espérait qu'il y en ait. Ouais. On donnait des promesses, ben oui, ça va changer. Quand, comment, ça, c'est encore à venir. Hein? Et c'était quoi les principales revendications de la part des AQDR au niveau des dossiers des CHSLD? C'était justement le défaut de personnel, le manque de personnel, les personnels pas assez formés et les gens sous-payés, évidemment. Alors, ça, c'était flagrant dès le début que ces gens-là étaient sous-payés pour faire du travail que les gens trouvaient ça insignifiant, mais mon Dieu, prend autant de précautions, il faut avoir un service humain
de compassion, d'empathie avec ces gens-là. Ce qui est souhaitable avec toutes les tranches d'âge qui reçoivent des soins de Ben santé. voilà, Ouais. c'est sûr que, ces gens-là, ils ne comprennent pas toujours pourquoi on ne répond pas à leurs besoins, mais leur besoin est là. Exact. Donc, Alors, majoritairement, les revendications étaient plutôt au niveau du sous-effectif, au niveau des employés qui sont là, la formation, pour vraiment être en mesure de répondre aux ça, mais besoins. c'est le manque de personnel. Quand on a un préposé pour 17 personnes, tu ne peux pas répondre à tous les besoins de ces gens-là, c'est impossible. Donc, inévitablement, ça a un impact sur les conditions de vie qu'on y retrouve. Oui, puis le manque d'argent aussi. Moi, j'ai eu connaissance de choses incroyables au niveau de la cuisine. Là, ça se peut pas, mais bon, c'était une réalité. Puis le gouvernement, il n'écoutait pas ça. Oui, puis pour vous, en regardant la situation actuelle, mais surtout avec l'expérience que vous avez, si on avait à repenser tout ça pour améliorer les conditions de vie des personnes aînées, c'est quoi les solutions? Comment on pourrait, avez-vous des idées ou des souhaits en fait, ou des éléments à prendre en considération pour justement repenser notre système? Ben, je pense que le système en lui-même n'est pas si mauvais que ça. Sauf que, à mon avis, c'est trop centralisé. C'est trop des grosses maisons. Alors, c'est plus difficile à gérer un gros hôpital que une maison de 40 personnes. C'est quand ils sont, je ne sais pas, mais 700-800 dans un édifice, c'est pas possible, mais même des 70-80 personnes, c'est déjà trop parce que c'est mal organisé, c'est géré comme un hôpital, mais c'est pas un hôpital. On oublie le milieu de vie, dans tout ça. C'est un milieu de vie, oui, justement. C'est un milieu de vie. Alors, il faut d'abord du personnel compétent, du personnel en nombre suffisant pour répondre aux besoins de ces gens-là. C'est pas pour rien qu'ils se trompent de dentier d'une chambre à l'autre, comme c'est arrivé encore dernièrement. Ça a l'air ridicule, mais c'est parce que ces gens-là sont absolument débordés. Exact. Ils n'ont pas le temps de dire, je m'occupe de cette personne-là dans cette chambre-là, je lui fais tous les soins qu'elle a besoin le matin en se levant, d'avoir son dentier, puis de ne pas avoir à répondre à l'autre qui sonne à côté, puis au troisième qui sonne aussi pour avoir quelque chose, là. Simplement parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Oui, puis c'est ça fait en sorte que cette surcharge-là ou le nombre de personnes dans un même établissement, ça l'amène à la fois une double vulnérabilité parce que quand il y a un virus, ils sont 700-800, donc il y a puis le risque de propagation est plus grand. C'est sûr que ça arriverait. Puis aussi, comme vous dites, ça fait en sorte qu'on est dans une logique où les gens doivent s'adapter au système, mais ce n'est pas le système qui s'adapte aux gens et à leurs besoins particuliers. Puis alors, c'est trop lourd aussi pour engager une personne supplémentaire, par exemple. Le gestionnaire, il doit faire la demande au gestionnaire supérieur, qui va la renvoyer à l'autre gestionnaire un petit peu plus haut que lui, qui va le renvoyer finalement à la direction générale. Et avant que ça redescende, les personnes ont le temps de mourir. Oui, c'est ça. C'est des méga structures, donc c'est doublement difficile à gérer. C'est des énormes bateaux qui naviguent dans une mare à canards. Exact. Ils n'ont pas de marge de manœuvre aucune. Donc, vous proposez un retour à des établissements qui seraient peut-être de taille un peu plus petite. Que ce soit vraiment des milieux de vie avec du personnel compétent, puis du personnel médical aussi, parce que ces gens-là sont très souvent atteints de maladies, diabète ou autres, qui empirent avec l'âge. Alors, ils ont besoin aussi de soins médicaux.
d'accompagnement médical avec des médecins qui vont sur place, qui ne font pas juste téléphoner pour renouveler les prescriptions. Là. Puis quand vous dites qu'il faut que ça soit des milieux de vie, mais comment on engendre ça? Comment on crée ça, un milieu de vie, quand une personne arrive dans un milieu? Je ne sais pas, moi, on a pris soin de ma grand-mère, moi, jusqu'à 90 ans aussi. Dans votre maison familiale? Dans la maison familiale. Ouais. Il me semble que si on prend un exemple là-dessus, si on se sert de sa tête là, pour imaginer ce que c'est qu'une vieille personne, on trouve le moyen de voir qu'est-ce qu'il lui faut. En fait, les besoins, c'est pas d'être obligé d'être avec eux 24 heures sur 24 pour les dorloter, mais simplement leur fournir ce qu'elles ont besoin en temps voulu, de ne pas être obligé de les coucher à 8h, 7h30 le soir parce qu'ils n'ont pas le temps le personnel qui rentre de nuit n'a pas le temps de les coucher. Fait que si tu te couches à 7h le soir, ben qu'est-ce que tu penses qui arrive avec les culottes d'incontinence le matin quand ils arrivent à 7h30? Ça fait longtemps que c'est là. Ouais. Ben, tu sais. Alors, bon. Puis même si la personne est assez quand même lucide pour appeler, pour dire, bon, j'ai besoin d'aller aux toilettes, ben la fille, elle est une surveillante sur l'étage, ben elle n'a pas le temps. Quand le gouvernement parle des petites maisons pour aînés, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pensez-vous que ça pourrait être un modèle intéressant? Ben, ça peut peut-être être un modèle intéressant parce que ça réduirait le nombre de personnes par unité, mais avant que ce soit mis en place, c'est peut-être pas sûr, mais on peut déjà accommoder les choses qu'on a qui existent actuellement, puis l'améliorer. L'immédiat, là, après la pandémie, c'est d'avoir du personnel, puis de donner des soins. Que les gens aient le temps de dire ben bonjour à matin, comment ça va? Moi, j'ai entendu une vieille personne qui était dans un CHSLD, elle disait ben la fille que j'aime le mieux, c'est celle qui vient passer le balai. Parce qu'elle, elle me parle. Tu sais, tu dis ça n'en dit long sur l'interaction du personnel débordé. Oui, puis tu sais, il y a une partie où le personnel de soins, on ne peut pas lui donner toutes les responsabilités non plus. Il y a la partie soins, mais peut-être que le côté social peut être développé par des organismes externes ou des gens de la communauté, ou tu sais, il peut y avoir une vie communautaire, en tout cas une ouverture sur la communauté qui peut être faite. Je pense que dans les nouveaux, les derniers, il y a des bénévoles qui y vont, mais ça ne suffit pas. Non, il faut vraiment que le personnel soit plus nombreux pour donner les soins. Tu ne peux pas t'occuper de 35 personnes à moitié grabataires. C'est pas vrai. C'est pas une seule personne qui peut faire ça. En premier, le ratio est à revoir, puis de l'argent qu'on y met aussi dedans. De construire des petites maisons, là, on s'entend qu'on pourrait déjà faire quelque chose là-dessus, sur ceux qui existent déjà. Oui, parce que si on attend ça, ben on a presque une génération qui va mourir avant d'être rendu là. Oui, je pense que tout ça doit se faire en parallèle, en ce sens où on doit maintenir ce qui est en place, l'améliorer et tout, et le commencer à penser la suite. Oui, exact. Puis des modèles super intéressants qui se font ailleurs. Moi, je me souviens que j'avais visité justement un CHSLD à Sligo en Irlande, où là, on avait vraiment créé un milieu de vie très, très beau, où il y avait même des expositions d'artistes dans les corridors du CHSLD. Il y avait des projets artistiques qui se faisaient avec les gens du CHSLD. Il y avait une bibliothèque publique et un café qui était dans le CHSLD au centre. Il y avait une mixité de gens. C'était dans un endroit magnifique avec un étang en face. Il l'avait pensé. Donc, est-ce que c'est pensable de dire on va arriver un jour où tous nos CHSLD seront comme ça? Peut-être. Il faut commencer quelque part. On peut toujours espérer. Mais on peut quand même se comparer aux meilleurs des fois. Oui. Pour s'inspirer. Écoutez, quand tu dis, je pense simplement à Yvette Garriépi, qui est morte
il y a quelques mois, là, qui avait fêté ses 100 ans, était à Saint-Eusèbe, puis qu'elle ne marchait plus du tout à la fin, puis elle disait, ben, les petites filles, ils n'ont pas le temps de me faire marcher, de m'aider à prendre ma marchette, simplement me lever de mon fauteuil pour prendre ma marchette. J'ai juste besoin de quelqu'un pour m'aider à m'appuyer sur ma marchette. Après, je peux marcher. Ils n'ont pas le temps de faire ça. C'est minimal, là. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, en tout cas, moi, ce qui me désole là-dedans, c'est mais comment on a pu en arriver là? Ben voilà. Tu sais, c'est une négligence. Mais tu sais, c'est une négligence étatique, mais je me dis, il y a probablement des familles là, qui ont fait des plaintes, il y a sûrement des gens qui ont déploré cette situation-là, mais c'est où que ça a bloqué pour qu'on en vienne à se rendre aussi loin? Moi, c'est là où Moi, je me rappelle du temps de ma grand-mère. Bon, ça fait 80 ans, là, mettons. À ce moment-là, elle était terrorisée à l'idée d'aller dans ce qu'ils appelaient les hospices. Ouais. Ben, je trouve que ce qu'elle craignait à ce moment-là, les hospices étaient tenus par les religieuses. Les religieuses, oui. Les religieuses. Ben, les religieuses, ils ne disaient pas les laisser dans leur couche. Non. Ça, il y a au moins ça. Mais évidemment, il y avait pas, c'était pas des milieux de vie, c'était des hôpitaux. Avec, de temps en temps, ils les mettaient dans des fauteuils, mais c'était le strict minimum. Mais je trouve que 60 ans après, ben, on n'est pas bien amélioré. C'est ça, exact. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a un médecin qui disait, ben, tu sais, il y a eu un article ce matin qui disait, ben, tu sais, en général, tu sais, moi, je pense à Simone, oui, il y avait des lacunes, mais il reste que, tu sais, quand elle est décédée, on a fait un gros merci à l'équipe parce que, tu sais, vraiment, les gens... C'est pas les gens qui sont là. Ces gens-là, ça, ils donnent tout leur cœur, mais ils sont dépassés. Tu peux pas, tu as 2 mains, 2 bras. Oui, c'est ça, exact. Et tu peux pas répondre à tant de travail. Le ratio n'a pas une miette de bon sens. C'est ça, je pense que là, ça a juste démontré qu'en temps de crise, ça l'a juste mis en surface que les gens étaient tout le temps sur une corde raide et là, à un moment donné, aussitôt qu'il arrive quelque chose comme on voit présentement, ben là, la corde à pète, là, ça casse. Ouais. Les dernières ordonnances du gouvernement, M. Barrette, il faut le nommer, le pauvre, même s'il dit que c'est pas de sa faute, c'est peut-être pas de sa faute, mais il a peut-être pas vu à quoi il s'embarquait. La réforme, mettons, n'a pas aidé, là. Oui, ça n'a pas aidé, cette réforme-là, de tout centraliser. Ouais. De toute façon, cette réforme-là aussi, qui était pour, évidemment, avoir l'équilibre budgétaire, ben, ça a donné des gens que, quand il manque du personnel, ils ne sont pas remplacés. Ils sont déjà pas assez nombreux, puis ils ne remplacent pas ceux qui sont absents. Exact. Ouais. Alors, quand tu es 5 préposés pour un étage, puis qu'il en manque 3, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, on ne leur donne pas à boire pour pas qu'ils pissent dans leur culotte. On est rendu là, c'est honteux. Moi, je trouve que c'est une honte. On est tous responsables de ça. Ben c'est ça, hein, je pense que là, c'est ça. Moi, ça vient me refléter qu'il faut aller plus loin, que oui, il y a eu de la négligence étatique, mais on est tous responsables. Effectivement, je trouve qu'on a toute une responsabilité dans se laisser aller là. On n'a pas crié assez fort, il faut croire. Pourtant, il me semble que je me suis bien débattue, moi, personnellement, puis avec toute mon équipe, puis toutes les lettres et tout à travers la province qu'on a crié, mais il faut croire qu'on n'a pas crié assez fort encore. Ça va être frustrant, là, aujourd'hui, quand vous voyez ça aux nouvelles, puis vous dites que ça fait des années que vous luttiez pour ça, ça doit être frustrant de dire, mais coudonc, tu sais, ça aurait pu être évité, c'est ça l'affaire. C'est ça. Il faut reprendre la façon de faire respecter les droits. Parce que, comme usagers, les droits, c'est dans les lois. On a le droit d'avoir des soins
Oui. C'est un droit reconnu. Pourquoi est-ce qu'on ne les donne pas? Oui. Oui, puis quand vous me dites, tu sais, ma grand-mère avait peur d'aller à l'hospice, mais aujourd'hui, moi, toutes les gens que je parle, mes parents, tous les gens que j'ai interviewés dernièrement, puis même des gens de ma jeune génération, c'est comme si, moi, je ne veux jamais me rendre au CHSLD. Ben, Moi, là, j'aimerais mieux mourir avant de me rendre absolument là. pas. Ben, Mais je c'est pas comprends. normal d'avoir ce discours-là, C'est alors que exactement c'est... le même. C'est ça que dans ma dernière lettre que j'écrivais à Mme McCain, ben, c'est ça que j'ai dit. On est rendu, j'ai aussi peur que ma grand-mère d'aller au CHSLD qu'elle avait peur d'aller à l'hospice. Mais, tu sais, quand on pense à ça, il y a des gens qui habitent là présentement. C'est un système qu'on finance publiquement. On sait que c'est là, c'est ce qu'on offre à notre population pour ces derniers jours, mais collectivement, on a toute peur d'aller là. Il n'y a pas de logique, là. Il y a des exceptions, il y a des endroits où ils ont des bons soins. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que c'est pas toujours, c'est pas partout, mais c'est, je pense, quand même assez nombreux, assez généralisés pour qu'on crée au secours. Oui, exact. Ben oui. Ben oui, puis là, on pointe les CHSLD, mais il y a les résidences, il y a les gens aussi. Moi, j'imagine que vous avez aussi, avec la QDR, défendu beaucoup le dossier du soutien à domicile. On en parle très peu présentement. Le soutien à domicile, c'est la même chose. Là non plus, on ne remplace pas les absences. Alors, on a eu, il n'y a pas longtemps, là, juste avant que je quitte, au printemps, là, Ouais. ben, il y avait des gens là, qui étaient restés 48 heures dans son lit parce que la personne qui venait le lever était pas absente, puis elle n'a pas été remplacée. C'est ça, fait que la négligence et le manque d'effectifs n'est pas juste dans les CHSLD, là. C'est un paraplégique, il est resté dans son lit, sans manger, sans boire, sans aucun soin pendant 48 heures. Ah là 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 là. C'est ça. On ne peut pas accepter ça. Pas en 2020, là. Tu sais, je comprends pour l'avoir fait, le soutien à domicile, les intervenants, ils font tellement de leur mieux, puis c'est des gens dévoués, puis c'est des gens qui veulent, mais sont dans un système qui manque de ressources, qui... Les jeunes qui vont à domicile, là, actuellement, là, même en pleine pandémie, les infirmières qui vont à domicile, ils n'ont aucune protection. Ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de jaquette. Tu sais, tes envois au front sans munitions, sans rien. Là. Sur le terrain, là, tu ne vois pas beaucoup d'amélioration nulle part. Mm-hmm. Puis vous, avec l'expérience que vous avez eue avec la CLIA, est-ce que vous avez quand même vu que certaines luttes ont servi à quelque chose? Vous avez vu une évolution ou en 21 ans, vous n'avez pas nécessairement vu une si grande évolution que ça? C'est sûr qu'on a eu certains gains. Mais sur les CHSLD, là, je pense que pour le système de santé, on n'a pas gagné. Bon, on a gagné des choses. On a gagné, par exemple, d'avoir des vaccinations locales. On a gagné des choses comme ça. Là. À Saint-Gabriel, on a réussi à rentrer un médecin dans le CLSC, qui était déserté complètement. Mais tu sais, c'est des petites gouttes d'eau dans un grand lac. Oui, exact, c'est ça. C'est minime. Bon, on se dit que les gouttes d'eau forment l'océan un jour, là, mais... J'ai l'impression qu'ils nous donnaient des bonbons là, pour nous faire peur, hein, on dirait. C'est l'impression que moi j'avais. Ils nous donnent un bonbon, puis ben des promesses, puis bien souvent pas de réponse partout. Oui, puis il y a quelque chose de l'ordre, comme on me dit tantôt, hein, il y a quelque chose de l'ordre qu'à chaque élection, s'il y a un changement de gouvernement, il y a des choses qui tombent à l'eau, qui sont modifiées. On commence à arriver à une certaine stabilité. On promet. Ben maintenant, ils l'ont dans la figure. Hein. Oui, voilà. Mais c'est qu'on a les personnes âgées en payent le prix est drôlement cher. Oui, c'est ça. Puis les familles aussi, tu sais, de ces proches-là. Moi, je pense à... Quand je lis des articles comme ce matin, je me dis, mais mon Dieu, tu sais, les familles là, qui sont là. J'écoute les nouvelles, là, j'ai envie de pleurer. Je me dis, ça n'a pas de sens.
personnes âgées, c'est pas elles qui se plaignaient le plus, puis combien, même pour des choses plus mineures, disons, bon, j'ai déjeuné à 11 heures, là, tu sais, parce que y avait la personne qui était supposée faire les déjeuners n'est pas rentrée un matin. Fait que j'ai passé mon tour. Bon, je ne suis pas pour me plaindre. Demain, ils vont me chicaner ou ils vont me dire me traiter de vieille malcommode ou je ne sais pas quoi. Fait que, ils disent rien. On a eu une conversation là-dessus, Mme Blanche, puis j'aimerais ça qu'on en parle ensemble, justement, cette façon-là de nommer ses besoins ou de dire, écoute, j'ai besoin de l'autre ou justement de dire et s'exprimer, de dire, ben là, ça ne fonctionne pas, j'ai besoin d'aide. On a eu une conversation là-dessus, justement, de dire, est-ce que c'est propre à une génération? Est-ce que c'est propre au genre féminin d'une certaine génération, cette espèce de peur de déranger-là? Évidemment, je ne sais pas comment vous autres, votre jeune génération, vous allez vous comporter dans ce temps-là. Quand vous serez arrivés là, si vous allez être dur à dire. aussi gênés que nous autres on l'est. Mais c'est vrai qu'on a de la difficulté à demander de l'aide. Parce qu'on était, surtout les femmes, encore plus que les hommes. Puis même les hommes, vous autres aussi, dans un sens, chacun avait leur tâche. Hein. Les bonnes femmes, on était les soutiens, les gestionnaires du bien-être de la famille. Et c'était nous autres qu'on s'oubliait. S'il manquait du pain sur la table, c'est la mère, elle se passait de la tranche de pain, c'est sûr. Puis les hommes, ben, eux autres, c'était eux autres qui devaient fournir le bien-être et l'argent pour faire fonctionner ça. Alors, eux autres non plus, ils étaient responsables. On était très responsabilisés. Très jeunes. Les aînés des familles, c'était la seconde de la mère, puis elle avait sa responsabilité, elle aussi. Alors, on a été habitués à ça. On n'a pas été habitués à quémander. Madame Blanche, c'est mon chien qui... c'est votre chien qui tousse. On peut couper une minute, et vous savez. Je m'excuse, je vous écoutais, mais en même temps, je me suis dit, ça doit être Poppy qui est en train de s'étouffer. Ben oui. Alors, c'est ça. On était beaucoup responsables et pas habitués à demander à Pierre Jean-Jacques de nous aider, de l'aide. On retrouvait dans notre propre énergie pour gagner. Ça faisait pas partie, c'est ça, des mœurs, sans nécessairement de... Y a-tu pogné le coronavirus, Poppy? Ah, je sais pas. Il a attrapé la vieillesse, en tout cas. Bon, ça fait un petit bout qu'il l'a attrapé la vieillesse. Ça s'attrape, ça. Comme, ça s'attrape, ça? Ben oui. Mon Dieu, ça s'attrape. Ça prend du temps, mais ça s'attrape. Ah, le temps d'éclosion, il est long, hein, c'est ça? Oui, ça prend du temps. Donc, mais c'est ça, tu sais, on avait cette conversation-là cette semaine de dire, oui, c'est quelque chose de générationnel, mais plus particulièrement peut-être chez la gente féminine de la génération, où justement... Plus les femmes encore. Puis en plus, vous pensez que dans les CHSLD, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà, qui ont des problèmes cognitifs, alors ils ne comprennent pas comment ça se fait que j'ai pas ma tasse de thé le matin, là. Alors, bien souvent, ça dégénère, ils deviennent violents ou ils deviennent... C'est l'enfer pour les préposés qui sont là aussi. Moi, j'ai une des belles filles d'Isabelle, ma fille, qui travaille à Saint-Eusèbe. Ben, tu sais, elle dit, on n'est pas heureuse de faire ça, là. On est malheureux. On dit, mon Dieu, j'ai pas donné... Elle m'a demandé ça un matin. J'y ai pas donné. J'ai pas eu le temps. Ils sont malheureux, ils font pas de gaieté de cœur, là. C'est pas par méchanceté qu'ils font ça, là. Ils sont pris dans un système qui est plus grand qu'eux. Ils sont débordés, tout simplement, tu sais. Oui, c'est ça. Ça doit être extrêmement dur, hein. Moi, je lève mon chapeau à tous le personnel, là. Je tire mon chapeau certain. Ben oui, écoute, ça prend un moral de fer, puis
pour être J'ai bien hâte de voir nos médecins là-dedans. Ça me semble de la drôle de politique. En tout cas, peut-être qu'il y avait un élan de bienveillance de dire on va aller donner du soutien, on va envoyer les médecins, mais c'est quand même assez regrettable de voir qu'il y a des médecins qui... Peut-être que c'est pas une si mauvaise idée que ça, parce que les médecins, ils en ont besoin dans les CHSLD actuellement, parce que les gens sont encore plus malades que d'habitude. Ouais. Et que ces gens-là qui sont malades, qui sont atteints du virus, ils n'ont pas de soins médicaux là, dans les CHSLD. Ils ont des soins infirmiers. Ouais. Et ils n'ont pas les soins pour les soulager. Ils meurent dans des... C'est très souffrant comme maladie parce que c'est des problèmes respiratoires. Puis il y a quelque chose de plus pénible que de chercher son souffle. Alors, peut-être que les médecins vont peut-être être plus utiles que d'aller juste laver le visage de la madame. Là. Pourrait peut-être se rendre utile, mais c'est une utopie, puis une niaiserie, à mon avis, de les mettre sur le plancher à faire le travail des préposés. Entre toi et moi, là, j'aimerais pas ça, me faire donner ma soupe par Dr. Barrette. Depuis le début qu'on a donné nos noms. Ouais. Ils ne sont pas encore dans le système, ils ne sont pas encore sur le plancher, ce mot-là. Ouais. Ce monde-là. Ben, c'est tout le système qui est à revoir. C'est trop lourd, c'est trop gros, ça demande trop de permission à droite, à gauche, à 10, à 12, avant que ça redescende par la même affaire. Ça n'arrive pas sur le plancher. Donc, vous proposez en fait vraiment un retour au modèle qu'on avait un peu dans le temps avec les CLSC où justement certains CHSLD, je ne me trompe pas, ils avaient leur propre conseil d'administration. Oui, fonctionnait de façon autonome, plus ou moins. Là. Il y avait toujours une directive, gouvernementale, mais que chacun des CHSLD pouvait faire sa commande de couches puis de mouchoirs, puis que ça arrive le lendemain là, ou le surlendemain, pas 6 semaines après. Oui, puis d'offrir des soins qui étaient beaucoup plus en lien avec la santé communautaire, là, la santé publique qui était propre à ce territoire-là. C'est ça. Donc, finalement, probablement que ça va être peut-être un retour à d'anciens modèles qu'on va peut-être connaître. En tout cas, je pense qu'ils ont besoin de faire, de retourner au table à dessin pas mal. Et surtout le ratio. Oui. Oui. Évidemment, là, avec un salaire décent pour que ce soit évidemment attractif, que ça devienne préposé aux malades, là, c'est pas rien. Si tu déplaces des gens qui sont paraplégiques, qui sont handicapés, qui ont perdu leur mobilité, ben tu ne déplaces pas ça comme un meuble. Là. C'est pas prendre le chat par la peau du cou. Là. Non, c'est ça. C'est une façon de le faire. C'est une façon de leur parler pour ne pas les effrayer, pas les effaroucher, de les soigner, de ne pas les laisser les fesses à l'air. On sait que les personnes âgées, Dieu sait que c'est intimidant, c'est gênant. Pas faire exprès pour faire c'est pas grave. Là. Ben, non, conserver la dignité des gens. Oui. Ça prend du monde. Oui, ça prend du temps, ça prend de la formation. Ça prend de la formation, ça prend du monde, puis ça prend du monde intéressé, puis qui aiment ce qu'ils font, puis qui ont un retour d'ascenseur par la paye aussi. Condition actuelle, là, quand tu vas comme préposé, que tu sais que tu vas changer tu vas prendre soin des gens, oui, mais tu vas être aussi en contact avec, les changer, les donner leur bain, les changer leur lit, puis leur donner un peu d'affection, un peu d'attention. Ouais. Puis que tu t'es pas payé en plus, puis que tu n'auras même pas le loisir de le faire comme tu voudrais le faire parce que tu es appelé à 10 places à la fois. Je pense que tu aimes mieux aller vendre des sandwichs chez McDonald's, hein? Ouais.
somme toute, est-ce que vous avez espoir, en fait, que les choses vont s'améliorer, qu'il va y avoir un tournant, qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place? Est-ce que vous êtes, somme toute, optimiste ou vous restez quand même assez mitigé? Habituellement, je suis pas particulièrement optimiste. Je ne l'ai jamais été Par pour expérience. grand-chose. Je suis pas très optimiste. Peut-être qu'il va y avoir un changement. Il va y en avoir un, c'est certain. C'est Ouais. sûr et certain. Ouais. Est-ce qu'il va être assez fondamental? Ça, Est-ce qu'il va être durable aussi? oui, on verra. Surtout qu'après la dépression qu'on va avoir, toutes les finances vont se mettre là-dedans, puis ça va freiner bien des bonnes intentions, j'ai bien l'impression. Mm-hmm. Alors, mais peut-être. À suivre. À suivre. À voir. Oh, j'espère au moins, j'espère, parce que je trouve que c'est lamentable. Ouais. C'est lamentable de laisser les personnes âgées, là, ils n'ont pas demandé à souffrir comme ça, là, à finir comme ça. Là. Ouais, c'est surtout ça, hein, tu sais, c'est les derniers, tu sais, des gens qui se sont battus pour nous, tu sais, c'est les bâtisseurs de la société d'aujourd'hui, puis ben là, terminer ces derniers jours sur Terre dans une certaine angoisse pour certains, loin de leurs proches, dans la souffrance. C'est pas drôle pour les familles non plus, tu sais. Et loin de là, ben non. J'entends une madame qui me dit « Oh, je suis donc contente que mon mari soit mort il y a 2 ans. J'aurais tellement pas voulu qu'il vive ça. » Alors, tu sais, on a un problème social grave. Oui, puis je pense que la pandémie... Le Québec, on est bien fin, bien beau, bien fin. Je me souviens, on oublie vite. Oui. Je me souviens, mais on oublie vite. Ouais. C'est ça, là, il va y avoir un drame, peut-être que ça va toucher, ça va faire remuer quelque chose. Ben, c'est parce que c'est ça, il y a comme quelque chose, quand il y a un drame comme ça, il y a comme un élan, mais après ça, c'est comme si ça fait une lueur, puis on oublie. Ouais. Ça descend pas ou ça monte pas. Ouais. J'ai comme l'impression qu'avec la pandémie dans sa globalité, moi je nous souhaite qu'on n'oublie pas si rapidement les apprentissages qu'on devrait tirer de tout ça, là, hein, parce que... Oui, c'est ça. Socialement, là, de revoir notre façon de fonctionner. Mais ça, on se les a beaucoup lavé les mains, là, mais je pense qu'on va penser que là, c'est peut-être pas le temps de se laver les mains de ce qui se passe. Ouais, là, ça touche beaucoup de gens plus jeunes qui voient leurs parents vieillir, commencer à vieillir. Là, je pense à mes petits-enfants qui déjà disent, mon Dieu, mon père, ma mère ne sont pas encore rendus là, mais ils sont sur le bord, là, ils ont 60 ans, là. Ouais. C'est que peut-être qu'eux autres, ils vont nous donner un coup de pouce aussi. Oui, ben je pense qu'il faut revenir, comme vous dites, à une solidarité entre les générations, de dire ce n'est pas aux aînés à se battre seuls pour améliorer leurs conditions de vie. C'est tout le monde ensemble. Ça prend une politique des âges, parce que s'il y a quelque chose d'universel entre nous tous, c'est bien le vieillissement, là, hein? C'est inévitable. Oui, tôt ou tard, puis on vieillit, on dure de plus en plus longtemps. C'est que au moins qu'on vive dans des conditions agréables et vivables et humaines et dignes. Oui, puis à tous les âges, là, tu sais, c'est un enjeu de société qui nous concerne tous. Non, c'est ça. Il va falloir aller chercher des appuis ailleurs. Oui. Puis je pense que les gouvernements aussi, ils sont quand même pas tous inhumains, là, tout ce monde-là. Vont être obligés de rendre des comptes puis de voir que ça n'avait pas de bon sens puis qu'il faut changer les choses. Oui. En tout cas, on va se... C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Oui, je pense que c'est ce qu'on souhaite pour la plupart, toutes et tous, qu'on arrive à faire un constat de tout ça, qu'on apprenne, qu'on n'oublie pas, surtout. Qu'on n'oublie pas. Les organismes de défense de droits vont être au premier rang pour dire ne oubliez pas. Oui. Déjà faire ça, ça serait déjà un pas en avant. Oui. Et tous et chacun là, de garder ça en mémoire et de dire... de réveiller
les autres générations pour dire, vous savez ce qui s'est passé? On ne Ouais. veut plus ça à Ouais. aucun prix. Oui, exactement, exactement. De se souvenir, c'est ça, collectivement, et on a tous un rôle à jouer, comme vous dites, on est tous un peu responsables de ce qui est arrivé, on va être tous un peu responsables d'améliorer la situation. D'améliorer la situation, que ça ne se produise plus. On a à finir sur une note positive. Moi, j'aime bien finir sur une note positive. Est-ce que vous avez remarqué des beaux changements quand même, que ça a engendré quelque chose de positif, tout ça? Bien, écoutez, ce que j'ai trouvé, moi, j'ai trouvé une solidarité envers des voisins. Ouais. Même si je suis toute seule dans ma montagne, là, j'ai entendu, j'ai eu plusieurs téléphones de personnes que je connaissais à peu près pas, parce que les vieux voisins sont plus là. Les vieux que j'ai connus quand je me suis installée ici sont décédés ou sont partis sont en CHSLD. Ouais. Les nouveaux voisins qui sont là, c'est des gens plutôt qui viennent de la ville comme moi. Alors, donc, qui ont gardé leurs idées de la ville pour voisiner plus que ça. Mais j'ai eu trois de mes voisins qui m'ont appelé pour m'offrir de faire mes commissions, de savoir si j'allais bien, si j'ai trouvé ça vraiment touchant parce que je ne m'attendais pas à ça d'eux. C'est des gens on fait bonjour en passant, mais je ne sais même pas leur nom. Ah ouais. Alors, j'ai trouvé ça, puis je pense que ça a été aussi pour plusieurs personnes qui ont eu le même constat que moi, qu'il y avait une solidarité autour d'eux, plus grande qu'avant, une inquiétude de son voisin qui est plus grande qu'avant. Il y a des services qui se sont installés qui, je pense, vont rester. Oui, dans votre municipalité, là, un peu plus rurale, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place qui n'étaient pas là normalement? Mais par exemple, notre épicerie ne prenait pas les commandes. Elle les livrait, les commandes, mais elle ne prenait pas les commandes par téléphone. Il fallait se rendre sur place, faire son épicerie, puis ensuite la faire livrer. Puis là, ils venaient te le livrer si tu en avais besoin. Alors que maintenant, ils prennent les commandes par téléphone, ils viennent les livrer. Et un service extraordinaire, j'étais étonnée. Puis il semblerait que pour les personnes du troisième âge, ils continueraient le service après la pandémie. Hey, donc ça l'a engendré. Ça fait longtemps qu'on le demandait ça. Oui, moi, dans le temps que j'étais avec Vieillir dans sa communauté rurale, avec vous autres, on l'a-tu demandé? Ça? Alors, peut-être qu'à quelque chose, malheur est bon. C'est une note positive de dire que finalement, il y a comme un éveil qui s'est fait de gens qui peut-être avant, comme une conscience de ouais, peut-être que ma voisine a besoin, mon voisin, ou en tout cas, il y a une personne que je connais que peut-être je vais quand même valider si elle va bien, si elle a besoin de quelque chose. Puis la mise en place de services de proximité que finalement n'étaient pas disponibles pour les gens qui étaient à domicile. Puis là, il y a quelque chose qui se met en place. Là. Oui. Alors, c'est une bonne chose. Oui. Tant mieux. Il faut qu'il y ait du positif dans chaque chose. Il va probablement en avoir d'autres, mais comme je ne suis pas sortie de la maison, je ne suis pas au courant. Oui, c'est ça. Hein? On a moins accès aux nouvelles du village dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Dans la montagne. Puis avez-vous hâte j'imagine que oui, hein, de revenir à pouvoir sortir et tout, ou pour vous, vous vivez quand même bien? Moi, ça ne change pas grand-chose dans mon train-train quotidien depuis que je suis à la retraite. Parce qu'avant, évidemment, j'étais comme tout le temps sur on the go, là. Vous avez quand même travaillé jusqu'à 89 ans, hein, donc... C'est ça. Depuis que j'ai 90 ans sonné, ça ne change pas grand-chose parce que j'ai toujours été une femme plutôt solitaire. Bon, je vis seule depuis 40 ans, alors c'est pas nouveau pour moi, donc c'est pas ça qui m'angoisse, c'est le contexte dans lequel ça se passe, c'est les nouvelles qu'on a que je trouve lamentables, puis ça m'angoisse, mais de rester tout seul à ma maison, non. J'ai hâte de sortir, oui, mais pas plus que ça. C'est ça. Pour vous, c'était pas une bête à apprivoiser, la solitude, là? Non, pas du tout. Non.
non, j'avais fait ça depuis longtemps. Évidemment, j'ai hâte d'aller prendre mes petits déjeuners chez Nichols. Avec ma fille puis ma petite fille. Ouais, des rituels. Oui, c'est des petits rituels qu'on avait de temps en temps. De moins en moins, là, souvent, là, mais quand même. Ouais. Le dimanche, c'était bien le fun, ou le samedi, d'aller manger chez Nichols puis de faire un tour de galerie après. Mais ouais. C'est pas essentiel à ma vie. Les voir, puis les toucher, puis savoir qu'elles sont vieilles, ça, c'est essentiel. Oui, c'est ça. La présence, hein, parce que là, on a beau avoir des téléphones. C'est ça qui est difficile. Elle m'appelle tous les jours. Mon gars, il m'appelle, mon Dieu, lui qui m'appelait 3 fois par année, là, il m'appelle 3 fois par semaine. Mon Dieu, c'est comme un ratio qui a changé ici. Savoir qu'ils vont bien, c'est essentiel. Ouais. Mais les toucher aussi, les embrasser, ça, j'ai bien hâte. Oui. La chaleur humaine, hein? Il n'y a rien qui remplace ça. Il n'y a rien qui remplace la chaleur humaine. Ils n'ont pas dans les CHSLD. Oui, oui. Parce que, tu sais, ils n'ont pas le temps de donner de cette chaleur-là. Oui, exactement. C'est ce qui manque, hein, finalement, le contact humain et la chaleur humaine. C'est l'humanité de ces services-là qui manque. Oui, exact. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une distance technologique entre nous, mais je vous fais un gros, gros câlin. Je te le rends bien, ma chérie.